Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à TFM. Bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi, le G7 en ordre de bataille. Les enseignants exigent l'apurement du passif social avec les syndicats sur les différents protocoles d'accord et le paiement des indemnités des examens professionnels. Le G7 s'insurge aussi contre les propos du directeur de la formation au ministère de l'Éducation nationale. On vous explique tout dans un instant. L'actualité, c'est aussi la sortie médiatique d'Adji Sarr. La prise de parole était-elle nécessaire? A-t-elle violé l'instruction en cours? Analyse et interprétation psychologique à suivre dans ce journal. Normalisation des masters. Le ministre de l'Enseignement supérieur a fait une mauvaise lecture de la situation selon des acteurs du monde universitaire. Certains étudiants auraient fait leur cursus de master en 2 ans seulement. Dans quelles conditions les étudiants préparent-ils un master justement? Élément de réponse dans cette édition. Piquez-vous sans crainte, AstraZeneca est efficace selon l'Agence européenne du médicament. Les bénéfices l'emportent largement sur les risques selon l'autorité européenne. À ce jour, 146 208 personnes ont été vaccinées au Sénégal. Deuxième dose Sinopharm pour les uns, première dose AstraZeneca pour les autres. Nous ferons le point. Le G7 s'insurge contre les propos diffamatoires, selon eux, du directeur de la communication. Selon les enseignants, jamais ils n'auraient poussé les élèves à sortir dans la rue. S'agissant de leur plateforme revendicative, les membres du G7 regrettent les lenteurs administratives. Ils réclament le départ du ministre de la fonction publique. Ils étaient en conférence de presse ce matin. On voit tout cela avec Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. Le G7 dans tous ses états contre le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Mohamedou Moustapha Diagne, pour ne pas le nommer, est accusé par les enseignants de diffamation. Les intimidations, les harcèlements et menaces de mort consécutives aux propos diffamatoires du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Selon qui les élèves qui ont arrêté les cours et manifesté ont été instrumentalisés par les enseignants. Son irresponsabilité est aujourd'hui la cause d'appel au meurtre contre des enseignants dans certaines localités du pays. Dès lors, ces syndicats d'enseignants dénoncent jusqu'à leur dernière énergie la violence exercée sur les enseignants à cause de leur appartenance politique. Le G7 dénonce enfin la violence gratuite, d'où qu'elle vienne, les tortures exercées contre les enseignants et au-delà, les citoyens stigmatisés juste à cause de leur appartenance politique. Le G7 qui revient sur le point de revendication avec la non-matérialisation de leur accord par l'État réclame tout bonnement le départ du ministre de la fonction publique. Il s'agit des lenteurs administratives, du système de rémunération, du reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège, du paiement des rappels, mais également de tous les actes, notamment les actes concernant les dernières commissions paritaires. Et cela plombe la carrière des enseignants. Dans la gestion de la carrière des enseignants, commande le limogeage du ministre de la fonction publique. En s'inclinant devant la mémoire des citoyens décédés au cours des manifestations, le G7 exige que toute la lumière soit faite sur ces crimes. Merci Fatou Bintou. Restons dans le monde de l'éducation et le ministre de l'Enseignement supérieur aurait-il fait une mauvaise évaluation du cursus des masters? Vous le savez, cher Oumar Anne prône une normalisation des masters car selon lui le système ne fonctionne pas. Eh bien c'est faux selon des membres du monde universitaire. Dans quelles conditions les étudiants justement préparent-ils un master? Normalisation ou rationalisation? Que faut-il comprendre? Élément de réponse dans ce sujet réalisé par Mamadou Fall et Abdoulaye Diallo.
La sortie médiatique du ministre de l'Enseignement supérieur sur les masters au Sénégal, décryptée sous plusieurs angles. Pour certains, l'autorité soulève les difficultés notées à ce stade. Le ministre a dit que des 26 000 étudiants en master des universités sénégalaises, aucun ne passe. C'est faux. La communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va dans le sens d'une volonté de rationalisation de la gestion des masters dans les différentes universités publiques au Sénégal. Mais pour ce membre syndical, le ministre a tout faux quand il évoque un échec patent au niveau des masters. Que le ministre, à plusieurs reprises, répète une fausseté, ça c'est un premier problème. Maintenant, le ministre dit qu'il veut normaliser les masters. Il faut qu'il dise à la communauté ce qu'il entend par normaliser les masters. Nous, au Sud-Est, notre crainte est la suivante. Ce que le ministre veut, après qu'ils ont multiplié par 5 à 10 les droits d'inscription, c'est de privatiser tous les masters. Il le défie puisqu'il a à lui seul encadré plus de 10 étudiants qui aujourd'hui ont leur master en poste en un temps record. Je reçois à l'école normale, donc à la FASTEF, des étudiants qui viennent du master, qui ont le master de philo. J'ai beaucoup, je peux vous donner une liste d'étudiants et vous pouvez les interroger, qui ont fait leur cursus de master en 2 ans. Sur le point de convergence entre ces acteurs, les lenteurs administratives, l'absence d'infrastructures. Nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures même, parfois, pour faire nos enseignements. C'est-à-dire veiller sur ça, c'est-à-dire pour encadrer bien les étudiants. En ce moment-là, on ne nous parle pas, c'est-à-dire d'échec des étudiants. Mais aussi, il y a un manque de profs encadreurs. Dans la plupart des facultés, vous avez un enseignant qui encadre toute une vingtaine de mémoires. C'est très difficile dans ce cas-là. Alors, nous avons été obligés d'opérer un chevauchement des promotions. Même s'il n'y a pas échec, chez les étudiants, soutenir son master est un vrai casse-tête chinois. Une bourse de 65 000 voilà, pour 2 ans pour terminer le master. Donc pour faire ces déplacements-là, est-ce que 65 000 francs-là, ça suffit? Ça pose aussi problème. Est-ce qu'on peut, avec les 65 000 francs-là, acheter des livres pour bien préparer notre master? Maintenant, qu'est-ce qui fait que des gens restent 2-3 ans sans soutenir leur mémoire? On peut avoir un étudiant qui a toutes ses unités de valeur, mais qui n'a pas terminé ses recherches. Les urgences universitaires sont listées et mises sur la table des autorités. Au lieu de prêcher le faux, le ministre de l'Enseignement supérieur devait se pencher sur l'amélioration des conditions universitaires pour que les étudiants aient un avenir radieux, disent certains. Merci Mamadou. L'autre grand titre de cette édition, c'est la sortie médiatique d'Adji Sarr. L'accusatrice d'Ousmane Sonko avait besoin d'une autothérapie selon un psychologue. Selon Khalifa Ababacar Diagne, Adji Sarr avait besoin de parler pour sortir de ce silence pesant. Khalifa Ababacar Diagne est interrogé par Maïmouna Ndiaye. Si vous pensez avoir des choses à dire et que vous gardez ces choses-là, en un moment donné, il y a une tension intérieure qui vous habite, à telle enseigne que seule la libération de vos paroles peut vous remettre à l'aise. De mon point de vue, Adji Sarr, en parlant, a voulu faire une sorte d'autothérapie pour pouvoir se libérer et évacuer toute l'énergie qui bouillait en elle par cette volonté-là de parler et de dire sa version des faits. Elle est dans la contre-attaque, si on compare sa communication à celle de la personne contre qui elle est opposée. Parce qu'on a vu que la communication qui nous vient de l'autre personne, c'est-à-dire Ousmane Sonko, c'est une communication qui brandit la thèse d'un complot politique. Or, Adji Sarr, elle, dans sa communication, s'est évertuée à relater directement les faits qui se seraient passés dans le salon de massage, mais aussi à démonter la thèse du complot politique. Ça veut dire que c'est des communications qui sont antagonistes, qui sont opposées. Et seule Dame Justice pourra éclairer la lanterne des Sénégalais selon la coalition Macky 2012. En conférence de presse cet après-midi, les membres de la coalition condamnent tout de même les saccages des édifices publics, mais ils appellent à l'apaisement. La sortie d'Adji Sarr. Honorable député l'a indiqué tout à l'heure. Adji Sarr est une Sénégalaise qui a les mêmes droits que M. Ousmane Sonko. Nous croyons, Macky 2012 le réaffirme à la
au principe de séparation des pouvoirs et d'égalité des citoyens, de tous les citoyens devant la justice. Je pense que M. Ousmane Sonko gagnerait à aller répondre à la convocation de la justice. Macky 2012 attache beaucoup de prix à ce que son procès se tienne et que la vérité éclate et que les Sénégalais chassent enfin à quoi s'en tenir. Pour nous, c'est extrêmement important. Ce qui est important pour nous, c'est le calme, la paix. Et en cela, nous remercions les chefs religieux, la société civile et toutes les bonnes volontés qui ont œuvré aux côtés du chef de l'État pour que ce calme, cette paix revienne au Sénégal. Parce que ce calme-là va nous permettre de relancer notre économie. Et en cela, nous demandons au gouvernement d'assister davantage tous ceux qui ont eu à perdre leurs biens dans cette affaire. Et là, nous en profitons pour condamner vigoureusement les casses qui ont conduit à des destructions de biens détruits, d'accompagner surtout la jeunesse en termes d'emploi, de recrutement, de financement, mais également les femmes, nos braves femmes qui tiennent les maisons. Dans un tout autre registre, l'Agence européenne du médicament écarte le doute sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Le feu est vert à nouveau pour le vaccin anglo-suédois. L'autorité européenne a conclu que le vaccin n'était pas associé à une augmentation du risque global d'événements thromboemboliques ou de caillots sanguins. Et sur le front du coronavirus, 5 décès et 174 positifs sont annoncés aujourd'hui. 40 personnes développent la forme grave de la maladie. Retenez également que l'état de catastrophe sanitaire vit ces dernières heures, puisque vous le savez, il sera levé demain, vendredi 19 mars. Elles sont nombreuses, les femmes en première ligne, donc exposées au virus. C'est le cas au centre de traitement Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, pour mieux équiper et protéger les femmes. Des organisations de femmes s'activent là-bas à Thiès. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seylatir. Des femmes mobilisées à longueur de journée, elles se donnent corps et âme pour aider les malades de la Covid-19. Ici, au centre de traitement des épidémies de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Soucieuses des risques qu'elles encourent, les femmes de l'aéroport international Blaise Diagne interviennent pour leur prise en charge. On est dans un contexte spécial, c'est-à-dire le Covid-19. Nous, on a pensé vraiment juste de rendre un hommage à ces vaillantes dames qui bravent tous les jours les dangers. Elles sont mères, elles sont filles, elles sont épouses. Malgré cela, elles viennent tous les jours dans ce centre de traitement épidémiologique pour lutter contre le Covid, pour aider les malades. C'est des bons cadeaux, des outils pour lutter contre le Covid. Comme le matériel de protection faisait également défaut, selon Mme Dien, responsable des femmes du CTE, cette aide est venue à son heure. Depuis 2020 qu'elles sont là, elles n'ont jamais boudé parce qu'il y a des épouses, il y a des mères, il y a des sœurs, des responsables de maison qui ne se sont jamais lassées. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont là sur le terrain, qui se battent, qui se donnent à fond. Vraiment, elles méritent d'être félicitées. Les femmes sont souvent exposées à plusieurs dangers dans les centres de traitement des épidémies. Ces personnels soignants de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès exhortent les associations de femmes à leur venir en aide. À Saint-Louis, les femmes s'adonnent de plus en plus à la transformation des fruits et légumes. Cependant, 2 obstacles s'érigent devant elles. L'accès à la terre, bien évidemment, mais aussi le manque de moyens industriels de transformation. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Dans la région de Saint-Louis, la transformation des produits et légumes est aujourd'hui très prisée par les femmes. Une activité collective qui a permis à des centaines de familles de vivre correctement. Les femmes opératrices de la Chambre de commerce de Saint-Louis, à travers cette rencontre, veulent avoir accès au financement de l'État pour mieux développer leur activité. Transformons les produits et je pense que le Sénégal devrait se réjouir de cela car les femmes sont des battantes. Elles veulent travailler mais elles n'ont pas été soutenues. C'est pourquoi nous rappelons au ministre de la Femme nos doléances. Dans la région de Saint-Louis, les femmes n'ont reçu aucun financement. Aujourd'hui, ces femmes font face à plusieurs défis. Elles veulent avoir des terres pour cultiver et des usines de transformation modernes. Tous les produits que vous voyez sur la table, c'est des fruits et des légumes. Mais malheureusement, on est obligé d'aller les racheter au niveau des paysans ou bien au niveau du marché local
et ce qui nous revient à un prix plus cher que si c'était nous qui les avons cultivés. Malheureusement, l'accès à la terre est très difficile, surtout aux femmes de Saint-Louis. Pour les accompagner, la Chambre de commerce de Saint-Louis a mis en place plusieurs initiatives. Elle a entamé plusieurs sessions de formation pour renforcer la capacité des femmes de la région. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à accompagner ces femmes. Nous l'avons fait dans le temps et nous allons continuer à le faire. Et nous n'allons pas nous réserver que seulement dans la ville de Saint-Louis. Ça va être à travers toute la région de Saint-Louis que nous allons accompagner toutes ces braves femmes dans la transformation des fruits et légumes. Aujourd'hui, des milliers de femmes transforment les produits halieutiques ou venant directement des champs pour survivre, mais elles n'ont pas les moyens pour moderniser la transformation de leurs produits. La Chambre de commerce de Saint-Louis, elle, a mis en place plusieurs stratégies pour les accompagner. Merci Ousseynou. L'État poursuit sa dynamique de rationalisation des dépenses publiques. Hier, en Conseil des ministres, vous le savez, le président de la République, Macky Sall, a annoncé le désengagement de l'État dans l'acquisition et l'entretien de véhicules. 42 milliards de francs CFA d'économie annuelle globale en vue sur la gestion de véhicules et le téléphone. Une bonne chose, mais encore insuffisant selon des spécialistes rencontrés par nos reporters Alassane Ba et Amadouba. Reportage. Pour certains, il s'agit d'une gestion gabégique des ressources publiques. Plus de 246 milliards de francs CFA dépensés en 8 ans pour l'acquisition et la gestion de véhicules. Le président Sall a compris l'impératif de rationaliser les dépenses de l'État. Lorsque j'ai vu aussi qu'on va économiser presque 42 milliards par an avec la rationalisation des dépenses consacrées à l'achat de véhicules et au téléphone, tout de suite je me suis dit, tiens, 42 milliards, c'est pas loin des 44 milliards qui ont été consacrés aux entreprises des BTP pour les aider après la pandémie. Je dis encore 42 milliards, c'est supérieur au montant qui était donné à la délégation à l'entrepreneuriat rapide au début, la DER. Avec cette économie-là, on peut même créer une autre institution qui se chargerait en tout cas du financement ou de l'accompagnement des jeunes. Déjà en 2012, on avait supprimé les maisons conventionnées, les bureaux, et une économie substantielle a été opérée. C'est la raison pour laquelle il a construit les sphères ministérielles et renouvelé le building administratif. Cette volonté politique de rationaliser les charges de l'État, c'est pour créer de l'espace budgétaire et de mettre ça à des dépenses urgentes et prioritaires. Presque 42 milliards d'économies annuelles globales réalisées sur les téléphones et les véhicules. Un pas important mais insuffisant. Si on revient à l'actualité, on sait que la priorité actuellement, c'est le financement des jeunes et leur accompagnement pour qu'ils puissent trouver de l'emploi. Donc, je trouve que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant effectivement, parce que nous avons un pays dont la dette est très élevée. Cette volonté politique nous a donné plus de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers. Ils ont dit, mais le Sénégal est en train de faire des efforts de rationalisation de ses charges de fonctionnement, donc on va l'accompagner. Et cela, c'est un appel d'air vis-à-vis justement des investisseurs directs étrangers. L'État se désengage totalement du processus d'acquisition et de gestion des véhicules administratifs en termes de carburant, d'entretien, de réparation, d'amortissement et d'assurance. Les ressources économisées vont améliorer les capacités d'investissement de l'État et seront affectées au programme d'urgence de formation, de financement d'emploi et d'insertion des jeunes. Et reparlons à présent des récentes émeutes au Sénégal. Le temps du deuil pour les familles des victimes. À Ndofane, la famille Dramé pleure toujours son fils mort à Dakar. Selon les témoignages, le défunt a été un pilier de la famille Dramé. Le président de la République a envoyé le ministre de la fonction publique pour présenter les condoléances de la nation, Ibrahima Diamé et Fally Gaye. C'est une famille éplorée mais très croyante qui a été trouvée sur place au quartier Darussalam de Ndofane par la délégation de Madame le ministre maire de Kaolack, Mariama Sarr.
La victime, âgée d'une trentaine d'années, était mariée, père de 4 enfants, s'activait dans le commerce. C'était un soutien de famille, témoigne son papa. Madame le ministre de la fonction publique, envoyée par le président de la République, a compati à la douleur. On a trouvé une famille très croyante, une famille qui a compris que ce qui s'est passé le jour des manifestations violentes, cela ne relève que de la volonté divine. Moussa Dramé, c'est le nom du disparu. Il a été inhumé à Touba. À Mbour, pour lutter contre les incendies, le maire a installé 5 bouches d'incendie dans la commune, un projet évalué à 15 milliards de francs CFA. L'initiative est saluée par les soldats du feu. La municipalité prévoit également une opération de déguerpissement au marché central pour sécuriser davantage les lieux. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Pour lutter contre les incendies dans les marchés, les maisons et autres, la mairie de Mbour installe 5 bouches d'incendie dans la commune. C'était pour un total d'à peu près 15 millions. Nous en avons fait 5. Et maintenant, le reste, nous allons le confier aux populations. Parce qu'au début, vous savez, au niveau des marchés, il y a une insécurité totale. Vous savez, il y a les branchements irréguliers, les occupations irrégulières, des restaurants qui emploient du gaz partout au niveau des marchés. Dieu a fait qu'il y a une fois, le marché a pris incendie. Mais c'était tellement difficile pour les sapeurs-pompiers de s'approcher. Mais maintenant que c'est chose faite, je pense que la chose sera plus aisée. Les sapeurs-pompiers se réjouissent de cette initiative. Ils invitent les autres maires à installer des poteaux d'incendie dans les endroits stratégiques. C'est des points stratégiques dans la mesure où sur les 5, les 3 ont été installés au niveau des marchés. Donc vraiment, le choix a été vraiment judicieux. J'invite les autres maires de la commune, du département de faire pareil parce que ça va nous mettre à l'aise quand on part en intervention, de se dire que nous on a le potentiel hydraulique nécessaire pour éteindre le feu. La mairie de Mbour prévoit aussi des déguerpissements au marché de Mbour. Cette opération consiste aussi à sécuriser ces lieux. Venons-en à l'événement de ce week-end. Vous le savez, un grand hommage sera rendu au professeur Amadou Makhtar Mbow samedi à l'occasion de son 100e anniversaire. Un des rédacteurs de l'histoire générale de l'Afrique, un trésor humain vivant selon plusieurs témoignages. Et si Amadou Makhtar Mbow nous était conté, c'est un sujet réalisé par Ibou Diouf, Abdoulaye Diallo et Amadou Ba. Je suis Amadou Makhtar Mbow. Il est sans nul doute l'un des Sénégalais les plus connus sur la scène mondiale. Amadou Makhtar Mbow fête ses 100 ans. Et quand on parle de ce centenaire, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a cru à l'UNESCO et qui lui a consacré le meilleur de lui-même. À l'UNESCO, il a eu 2 mandats, 74 et 80. C'est sous sa direction que Sean McBride a publié le rapport Un monde de plusieurs voies pour établir un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Un homme de culture, quelqu'un qui a contribué à façonner et la culture, et la communication, et l'éducation, et la formation professionnelle du tiers-monde pendant 13 ans à la tête de l'UNESCO. Entre autres points forts qui marquent le passage d'Amadou Makhtar Mbow à l'UNESCO reste la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. C'est quelque chose d'important et c'était des Africains qui étaient impliqués pour rédiger cette histoire générale de l'Afrique. Le professeur Djibril Tafsir Niasse qui vient de partir, paix à son âme, a beaucoup contribué à cela. C'est justement au niveau de ces instances, on a eu des gens qui sont préoccupés par l'Afrique, par la vérité historique sur l'Afrique, même si c'est assez difficile de parler de vérité quand il s'agit d'histoire. Amadou Makhtar Mbow, c'est aussi une vision dynamique de l'histoire et de la culture. En atteste son fameux appel pour la restitution des biens culturels. Il a prononcé ce fameux discours pour la restitution des biens culturels au pays d'origine. C'était le 7 juin 1978. Et juste après, quelques années plus tard,
il y a une résolution qui avait été adoptée. Le passage de Amadou Mahtar Mbow à l'UNESCO n'a pas été un long fleuve tranquille, mais son œuvre inspire encore un exemple de leadership à enseigner aux jeunes générations. Et puis l'opérateur Expresso a officiellement lancé hier son réseau 4G. L'opérateur a décidé de participer activement à l'exécution de la stratégie Sénégal numérique 2025. Selon Fatou Soukane, l'offre 4G va répondre à tous les besoins de la clientèle. Aujourd'hui, on a le plaisir aujourd'hui de lancer officiellement et commercialement notre offre 4G qui, comme on vous l'a présenté, répond à tous les segments et à tous les besoins, aussi bien journaliers qu'hebdomadaires que mensuels, avec des prix, je pense, très abordables et avec une abondance par rapport aux données Internet, mais également aux minutes d'appel, quel que soit le type de réseau. Du lancement de la 4G, comme nous, on l'a toujours dit, Expresso se veut proche de la population, Expresso se veut de servir les Sénégalais avec des offres simples, transparentes et qui répondent à leurs besoins. Je suis fatigué. Et puis, Serigne Mboup qualifie les détournements notés à la Chambre de commerce de crimes économiques. Pour lui, l'État doit agir, mais également le secteur privé doit davantage se réorganiser. Des propos tenus lors de la cérémonie de remise de chèques aux lauréats du tremplin Startup UEMOA 2020. Il est au micro de Mamadou Fall. Je dis que la problématique du secteur privé, c'est le secteur privé lui-même. Et particulièrement la Chambre de commerce de Dakar. Parce que la Chambre de commerce de Dakar est devenue un cadre de tiraillement, de discussion entre le patronat. C'est ça, ça existe depuis 2010. Vous l'avez constaté, c'était plus grave. Donc maintenant, si la Chambre collecte de l'argent des contribuables du secteur privé, et dans son bilan, 90% c'est la consommation, mais donc ça c'est sûr qu'il y aura des détournements. On n'a pas créé une chambre pour le faire fonctionner, pour payer des personnes qui ont pris l'âge de la retraite, en ce moment bloquant les jeunes, bloquant les élections depuis 2015. On n'arrive pas à faire les élections parce que chaque fois on va organiser des élections et cherche des astuces pour le bloquer, pour ne pas perdre leur poste. Donc moi je pense que maintenant c'est à l'autorité de décider. Voilà, nous on ne peut pas toujours se combattre parce que ce qu'ils utilisent c'est des fonds publics, c'est de l'argent public. Donc aujourd'hui nous ne pouvons pas nous parler de transparence et de gestion des affaires publiques, de l'imposer à des agences, de l'imposer à l'État, de l'imposer même à l'Assemblée. Et nous, le secteur privé, on n'est pas prêt à être transparent et à limiter nos mandats et en pensant à une nouvelle génération. Donc, Dans l'actualité sportive, le remaniement de la liste des 26 lions convoqués pour les rencontres face au Congo et l'Eswatini est un impératif. L'autorisation donnée aux clubs européens de garder leurs joueurs est la cause. Un mal pour un bien. Ceux qui évoluent au niveau local et en Asie peuvent en profiter pour porter pour la première fois le maillot national. Cher Sadibou Diarra. Un casse-tête pour le sélectionneur Aliou Cissé. Sa liste de 26 lions risque de beaucoup changer. D'ores et déjà, ceux qui évoluent en France vont essuyer le refus de libération de la part de leur club, qui ont sorti un communiqué collectif. Une situation qui va peut-être s'élargir dans toute l'Europe. 12 joueurs s'absentent comme ça. Sur les 26, il ne restera que 14 joueurs. Et là, on n'est même pas sûr que des clubs comme les clubs anglais vont libérer leurs joueurs. Alors que là, il y a, je crois, 7 joueurs qui sont de la première ligue. Alors, comme palliatif, Aliou Cissé ne peut, à mon sens, recourir qu'à des championnats de seconde zone en Europe, ou alors se rabattre sur les joueurs locaux. Le Sénégal déjà qualifié à la CAN Cameroun 2022. Aliou Cissé peut procéder à des tests de nouveaux joueurs sans crainte. Là, la solution peut-être va être locale. Donc les joueurs du championnat local. Il ne peut pas dire que ces joueurs-là soient à un niveau de compétition supérieur à ceux qui évoluent en Asie, notamment au Proche-Orient, comme Pape Alioune Ndiaye,
ou Alfred Ndiaye, donc, ou même Mbaignan. Donc s'il se passe 2, simplement parce qu'il a décidé qu'il n'appellerait pas les joueurs qui évoluent en Asie, moi je pense qu'il réduit grandement son champ de sélection. La liste des Lions pour les 2 dernières journées de qualification va certainement connaître des changements. Le début du regroupement et de la préparation est prévu le lundi 22 mars, avec très probablement de nouvelles têtes. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention chers téléspectateurs. L'info continue dans Soir d'info. Avec vous Binta Diallo, vous recevez ce soir Monsieur Daouda Tal. C'est à vous.